T'as raison. Je vais appeler dans l'ordre Séverine Vachon, qui est la deuxième vice-présidente du PNR. Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On applaudit les gens quand ils montent sur scène, hein, même si on est fatigué. Hein. Suzanne Rial, CDC Biodiversité, chef de projet Nature 2050. Elle est où, Suzanne? Elle arrive. Il y a également, continuez d'applaudir, c'est très bien, Raphaël Billet, directeur du programme de la Tour du Halard. Il y a également Patrice Bels, du Conservatoire du Littoral, délégué de Rivage Centre Atlantique. Ouais. Éric Chaumillon, professeur des universités en géologie marine et également prof de voile au Cap d'Agde. Mais aussi, il va me taper, il est plus costaud avec ses gros bras de moniteur. C'est Olivier Reynard qui sera... Bonjour Olivier, vous nous entendez? Qui sera lui en Zoom. Il est directeur de la délégation Poitou-Limousin. Applaudissez-le même s'il n'est pas là. Directeur de la délégation Poitou-Limousin de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Non, ça en fait des départements et des régions en un seul intitulé. Bien. Il manque quelqu'un? J'ai pas appelé quelqu'un? Pourquoi il y a un siège de libre? Oh pardon, excusez-moi. Dominique Chevillon, pardon. Oh là là. Bah, applaudissez-le 2 fois plus fort pour m'excuser. Dominique Chevillon, vice-président de la LPO. Pardon Dominique. En plus, c'est le seul qui est venu me voir tout à l'heure en disant voilà comment on va faire. Il était hyper consciencieux et puis moi je l'oublie complètement. Bien, dans un premier temps, si vous le voulez bien, je vais vous demander respectivement à chacun ce que vous retenez de cette mission et de cette journée. Vous avez un micro qui va tourner? Je ne sais pas. Ah bah attendez, il y en a un là. Vous pouvez le faire en langage des signes? Allez, je jette le micro. Hop. Oui, voilà. Quel est votre bilan? Quelle est votre analyse? Succinctement. Alors, je vous garantis que je serai intraitable sur le temps de prise de parole. Et Loïc Chéniaud est en train de descendre avec une tronçonneuse, au cas où. Je vais commencer. On va faire dans l'ordre comme ça, si vous le voulez bien. Ça vous va, Eric? Les prénoms bretons. Ah, il y a un deuxième. Bah, attendez, on va en mettre un. Pourquoi ça marche jamais? Voilà, mais ça si, marche. c'est bon. Tenez, comme ça, vous pouvez vous l'échanger et ainsi échanger votre Covid. Bon, évidemment, là, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Ouais, je suis le premier. Fait, non, moi, ce que je retiens, c'est que il y a un changement. Enfin, ce qu'on perçoit ici, c'est un changement de rapport à la nature. Voilà, des siècles de conquête sur la mer. Et puis là, en quelques années, évidemment forcé par une tempête, et puis une deuxième derrière, voilà, un changement de rapport à la nature évident, une prise de conscience que la nature apporte des services essentiels. Voilà, c'est comme ça que je synthétiserai les choses. Merci Eric. Pardon. Séverine, que retenir? Que dire? Synthétique. Oui. Ensuite, il y aura d'autres questions, mais juste là, alors, synthétique, à brûle pour point. Synthétique, je ne sais pas si je vais réussir parce que vu, on va dire, la journée, la richesse des échanges qui ont pu avoir lieu, je pense que c'est compliqué de synthétiser tout ce qui a pu se dire. Non, moi, ce que je retiens surtout, et là, j'interviens surtout au nom du parc, dont je salue le président qui m'a laissé m'exprimer à sa place, en l'occurrence pour ce débat, c'est surtout le travail et la collaboration qu'il y a pu y avoir entre les différents acteurs pour aboutir effectivement à ce bilan qui est quand même un bilan plus qu'honorable, puisqu'effectivement, on voit aujourd'hui que toutes les actions qui ont été mises en œuvre, alors effectivement, on ne s'appuie pas sur rien, on part du DOCOB Natura 2000 à la base, qui nous a permis derrière de soulever des fonds pour aller, chercher des sous, j'allais dire, sur le LIFE pour justement mettre en œuvre ces actions, en lien avec les différents acteurs qu'on a pu citer, hein, que ce soit la LPO, l'OFB et puis tous les partenaires qui sont intervenus tout au long de la journée. C'est particulièrement intéressant de revoir que finalement, tout ce qui va concerner la renaturation, la mise en œuvre et la valorisation du patrimoine naturel concourt d'une manière générale à la restauration des milieux et surtout nous donne des perspectives, effectivement, à l'aune, je dirais,
de l'évolution du climat sur des perspectives à mettre en œuvre. Alors, la nature peut plein de choses. L'homme peut aussi concourir à son niveau aussi à mettre en place des actions. Et on l'a vu par rapport à tout ce qui a pu être mis en place, notamment sur la ferme de la Prémisautière, avec le recul notamment de la digue. Enfin, toutes ces actions qui concourent finalement à reconquérir, je dirais, les milieux naturels et les espaces naturels. Donc je pense, particulièrement enrichissant de voir que tout le monde, à son niveau, contribue, je dirais, à la valorisation de ces espaces et à travers les actions qui ont été mises en œuvre. Je pense par exemple tout ce qui est lié à l'éducation, finalement, à l'environnement d'une manière générale et à la biodiversité. La mise en perspective pour le grand public, à travers les shows notamment, on voit que finalement, il y a une appropriation de ces sujets-là, qu'il y a une vraie réflexion qui s'engage avec les acteurs du territoire, que ce soit les élus, les associations, les particuliers, et puis tous ceux qui concourent au quotidien, je dirais, à ces actions. Donc voilà, on est à l'aune de quelque chose de nouveau. Je pense que chacun va pouvoir prendre sa part, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que, voilà, ça a été dit par le président tout à l'heure. Je pense que si on repart sur un nouveau life demain, tous ces éléments-là vont être particulièrement importants. Je pense que la question climatique, voilà, ça reste vraiment la pierre angulaire et il faut qu'on s'adapte, puisqu'on a parlé de submersion marine. On peut parler aussi de difficultés d'évacuation à la mer sur le bassin versant. Donc tous ces éléments-là vont devoir être pris en compte. Et toutes les actions finalement qui concourent à restaurer et préserver les espaces, qu'ils soient littoraux ou plus dans les terres, vont contribuer, je dirais, à la bonne préservation des espaces, tout en assurant, et ça j'ai bien retenu ce qui a été dit tout à l'heure par mon voisin de gauche, la nécessité aussi de préserver les usages. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas, le parc, c'est pas, j'allais dire, quelque chose sous cloche. La nature évolue. Les espaces également. Donc il faut savoir s'adapter à l'aune effectivement du climat, de l'évolution de la nature, mais aussi effectivement tout ce qui peut exister sur le territoire, l'agriculture, le tourisme, tous ces éléments qui font qu'on fait bloc et société et qu'on arrive chacun à trouver sa place sur ce territoire. Merci. Suzanne, vu depuis le CDC, ça dit quoi? Oh non. C'est bon, ça marche. C'est bon? Il est allumé Vu de CDC Biodiversité et du programme Nature 2050 sur lequel je travaille, ça dit que c'est important d'avoir des opportunités, de pouvoir expérimenter aussi de nouvelles choses, de pouvoir mettre en place des études, des suivis. Mais ce qui est également important, c'est de pouvoir, après cette restitution, aussi se tourner vers le long terme et vers la pérennisation de ce qui a été mis en place. On a vu, à travers notamment toutes les études qui ont été présentées, que certaines, enfin tout ou partie, vont prendre du sens sur le long terme, en termes d'évaluation, et aussi de pouvoir mettre en place des mesures de gestion et des pratiques qui vont être déduites de ces indicateurs. Donc c'est aussi le sens, mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, du partenariat qu'on a mis en place sur ce projet Life Baie de l'Aiguillon, surtout sur la partie des vasières, pour pouvoir pérenniser jusqu'en 2050 ces actions. Il sera beaucoup question de l'avenir lors de cette table ronde, parce que tout le monde, j'ai eu plusieurs personnes déjà qui sont venues me voir, et après. Raphaël Billet, je dis bien Billet, c'est pas Billet, hein. C'est ça. C'est bien Billet. Un mot sur ce qu'on a déjà vécu avec ce programme Life et de cette journée également. Alors 2 mots, si vous me permettez. 3. La première chose, c'est, je reviens sur ce que vous avez dit finalement à la fin du film, c'est cette émotion qu'il y a à regarder tout ce qui a été fait. Et le mot n'est pas trop fort. C'est chouette de voir une telle mobilisation. C'est encourageant, c'est enthousiasmant. Cette émotion, elle est à double tranchant parce que je trouve qu'il y a aussi une émotion à penser. Yves Verriac ce matin parlait des bassines et qui fait partie de la politique d'adaptation au changement climatique française, en tout cas dans le secteur de l'agriculture. Et moi, ça m'émeut de voir qu'on met autant d'énergie à protéger les zones humides et qu'on prend conscience de leur rôle, que c'est le meilleur de nos alliés dans la lutte face au changement climatique, notamment, entre autres défis, et qu'on mette la même énergie
à continuer à les détruire par des réformes de politique agricole ratées successivement, par des projets d'infrastructure, des projets de développement dans tous les sens. Et ce grand écart-là qui est constitutif de l'invention du concept de développement durable il y a 35 ans maintenant, on n'arrive pas à le résoudre. Ça reste une tension qui tend plutôt à s'accroître malheureusement. Et comme l'avenir de l'humanité ne passe pas par un concours de souplesse au niveau des adducteurs, je ne sais pas trop où ça nous mène. Voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième, c'est peut-être revenir un peu sur cette notion de solution fondée sur la nature qui va quand même comme un gant aux zones humides, sur laquelle, Eric, vous avez pas mal insisté ce matin. C'est un concept que nous, à la Tour du Valat, on tente de promouvoir très activement. Il nous semble vraiment utile. Et en même temps, on se rend compte, alors dans pas mal de cas, il y a eu différents exemples aujourd'hui, on en a nous aussi en Camargue, qu'on a sans doute tort trop souvent d'opposer solutions fondées sur la nature et solutions grises. C'est très vite rentré dans la vulgate, on fait même des analyses économiques sur est-ce que les unes sont plus chères, plus coût-efficaces que les autres, etc. Et en réalité, en pratique, il me semble, alors j'ai pas fait de statistiques, mais il me semble que c'est assez rare en fait qu'on ait le choix entre l'une ou l'autre. Et qu'en réalité, on gagnerait à considérer d'entrée de jeu les solutions fondées sur la nature et les solutions grises dans leur ensemble, dans la panoplie, dans la boîte à outils dont on dispose, parce que j'ai l'impression qu'à organiser cette dichotomie, on va très vite se retrouver à ramer pour finalement expliquer aux gens que non, on a mis en avant les solutions fondées sur la nature, mais en fait, vous savez, elles ne vous protègent pas contre le risque de submersion marine, elles réduisent juste la force des houles dans les tempêtes, des choses comme ça. Et nous, en Camargue, on fait cette expérience-là, que les solutions fondées sur la nature, sans y associer des solutions grises, et je pourrais y revenir si on a 2 minutes, ça ne réduit pas forcément l'exposition au risque naturel. Voilà. Bien sûr, on reviendra sur votre travail avec la Tour du Valat. Ce sera l'occasion d'une autre question. Merci. J'avais peur que le mot bassine soit prononcé aujourd'hui, parce que je sais que c'est comme l'affaire Dreyfus, tout le monde se tabasse dans la région quand ce mot est prononcé. Patrice Bels, pareil, même question. Donc sur cette journée, moi que j'ai trouvé extrêmement dense, et sur un live, quand on le voit résumé sur un seul colloque, notamment j'étais très impressionné par le type d'action, à la fois très concrète, on l'a vu sur les crassats, on a vu certains aménagements de renaturation, et à la fois extrêmement scientifique et très poussé sur certains suivis. Notamment la séquestration du CO2, les bilans eau sédimentaux, et qui évidemment mettent en écho le life adapto du conservatoire et l'après-adapto, en se disant mais tiens, il y a un certain nombre de suivis qu'il faudra absolument aussi mettre en place derrière, qui ont tout leur sens. Le deuxième aspect, évidemment, qu'on retrouve là aussi en écho avec les lives, et comme beaucoup de lives, ça permet vraiment un partenariat au service de la biodiversité, mais au-delà de ça, au-delà des études, un vrai partenariat au service du territoire et d'un projet de territoire. Et je trouve que c'est toute la force de ces lives, et c'en est un bon résumé sur cette journée. C'est bien que ça rayonne, pas que sur le projet initial. Il s'est passé plein de choses. Dominique Chevillon. Merci de me donner la parole. Ouais, après désolé. m'avoir oublié. Mille fois, pardon. Ce que je retiens de cette journée, c'est qu'on a, et peut-être on n'en a pas toujours assez conscience, on a rappelé une réalité. Une réalité, c'est que les lieux dont nous avons beaucoup parlé ce matin et cet après-midi, les écosystèmes, sont des écosystèmes d'adaptation, d'alternatives quasi permanentes à l'échelle de l'histoire de la Terre. On est sur des milieux où la salinité, l'eau douce, les exondations succèdent aux inondations, les amplitudes de température, un petit gastéropode, une patelle sur un estran qui va passer en été d'une température très élevée, va pouvoir y résister, et en hiver ne va pas geler, sauf s'il fait très froid. Tout ça, ce sont des lieux d'adaptation naturelle, je dirais. Et d'ailleurs, ces côtes basses ont une particularité. D'abord, elles sont les plus nombreuses ici, entre Loire et Gironde. Et on dit qu'elles se confondent. La terre et la mer se confondent. On dit qu'elles fusionnent presque. Demain, d'ailleurs, vous aurez peut-être l'occasion de constater, avec un temps un petit peu plus gris, qu'on ne distingue plus ni la mer ni la terre.
Et sur ces terres, sur ces lieux, il y a des fragilités, bien sûr, les fragilités des côtes basses, avec des submersions. Et là, moi, je pense il ne faut pas avoir d'anxiété sur ces sujets. Il ne faut pas avoir d'anxiété parce que la nature nous montre tous les jours que ces alternatives, ces modifications, ces évolutions, parfois assez brutales, et encore une fois, je le souligne, quasi permanentes, permettent une vie extrêmement forte. Et puis il y a aussi des richesses absolument formidables. On est sur des lieux de migration, certes, mais on est aussi sur des lieux de reposoir, sur des lieux où il y a une nourriture extrêmement forte. J'ai fait l'éloge un peu de la diatomée en production primaire sur les vasières. Sans les diatomées, on n'aurait pas toute cette vie, toute cette chaîne trophique. Et tout cela, ça a été aussi vécu par les hommes et les femmes qui ont gagné sur la mer. On parlait de prise sur la mer, mais aussi qui ont accepté aussi le recul de la mer, le retrait de la terre. Et on appelait ça des déprises. Donc moi, j'habite dans l'île de Ré. Il y a des prises, il y a des lieux de déprise. Et l'homme, comme la nature, sur ces lieux d'adaptation quasi permanente, s'est aussi adapté. Et évidemment, notre journée et nos journées, le travail qui est mené, c'est une prise de conscience encore plus forte, mais qui a beaucoup plus de puissance que les intuitions qu'avaient les gens qui habitaient sur la côte auparavant, les conchyliculteurs, les gens comme vous et moi. C'est que là, on y apporte des connaissances, de la recherche. On a des universitaires qui ont approfondi considérablement le champ de ces connaissances. Et puis, on ose maintenant des innovations, des expérimentations. Il y aura des échecs, mais ça, c'est formidable, parce qu'on fait des choses. Et donc, je crois que, très franchement, pas d'anxiété sur tous ces sujets. La mer monte, etc. Oui, bien sûr, les évasions. Mais la nature s'adapte et nous saurons nous adapter. Et en cela, ce type de journée est particulièrement riche et moi, je trouve enthousiasmante. Merci Dominique. Pardon, Olivier, vous nous entendez? On va faire un test son. Vous êtes là depuis longtemps, vous êtes bien courageux. J'espère que vous avez du popcorn dans votre bureau. Est-ce que... Ah, on peut monter un peu le son? On va faire un... Ouais, c'est pas mal. Si le micro est bien en face de votre bouche. Ok, eh ben, je vous pose un peu la même question qu'aux personnes qui sont en présentiel ici. Qu'est-ce que vous retenez de toute cette expérience live? Alors, au départ, je suis désolé, je vais être un peu enroué. Et figé. Mais je suis vraiment désolé de ne pas être des vôtres. Et je remercie vraiment très chaleureusement Loïc Chéniaud d'avoir pu me permettre de vous rejoindre à distance. Aujourd'hui, je suis plutôt le porte-voix de deux collègues que vous connaissez peut-être, qui sont d'une part Régis Lequieg, qui est chargé de mission à notre cellule littorale, et puis Samuel André, qui travaille beaucoup sur le marais Poitevin, et qui m'ont en fait confié un message qui est de dire il y a une bonne symbiose dans votre projet live entre le monde des acteurs de la baie de l'Aiguillon et le monde universitaire, qui permet de prendre de la hauteur sur un certain nombre de sujets. Cette symbiose, elle ne marche pas toujours, partout. Elle fonctionne bien ici sur le secteur de la baie de l'Aiguillon, et c'est un des points qu'il souhaitait que je souligne. Le deuxième point que je souhaitais exprimer, c'est vraiment le souci de résilience, cette idée de résilience qui, je crois, était bien exprimée dans les deux interventions que j'ai pu écouter, et surtout dans le film que vous avez projeté, et qui me semble être vraiment au cœur de la réflexion. Être en résilience, c'est, me semble-t-il, être capable de surmonter des crises et de continuer son activité à l'issue de ces crises. Et les solutions fondées sur la nature sont un des éléments très importants de cette résilience, en même temps que l'acculturation, c'est-à-dire la connaissance des risques. Et je partage l'optimisme que M. Chevillon a exprimé.
je reprendrai peut-être la notion d'intranquillité, qui est une notion qui est exprimée par Gilles Boeuf, qui est vraiment un personnage très très intéressant en matière de réflexion autour de la biodiversité. L'intranquillité, c'est être conscient d'un certain nombre de changements, de risques, mais c'est pas du tout de la collapsologie, mais c'est plutôt essayer face à cette conscience des risques et des difficultés de mettre en œuvre des solutions. Et je rejoindrai le propos de M. Chevillon. Vous avez testé des solutions, vous mettez en œuvre des solutions dont vous attendez des retours d'expérience et que vous allez partager, et ça me semble être là aussi très important. Merci. Merci Olivier. Je reviendrai vers vous pour une autre question après. Je vais reprendre. C'est pas que je veux particulièrement qu'on fasse dans l'ordre, mais ma question, c'est presque en préambule. Je ne veux pas faire de toi un oiseau de mauvaise augure, Eric. Mais explique-nous, si tu le veux bien, le caractère si particulier au niveau géographique, géologique du Marais Poitevin, et non pas les menaces, mais en gros, avec l'élévation du niveau des océans, si les politiques publiques ne vont pas plus vite, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va évoluer? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une situation qui est tout sauf naturelle. C'est-à-dire que dans un espace côtier, si on laisse faire la nature, on a un sol, donc j'ai appelé ça comme ça pour simplifier, eh bien, qui s'auto-ajuste aux variations du niveau de la mer. Alors certes, de temps en temps, on a d'immenses inondations. Il faudrait imaginer un territoire avec des zones humides très très vastes, je ne sais pas moi. Je ne sais pas si vous connaissez l'environnement du delta de l'Okavango au Botswana. Donc voilà, vous avez... On n'a pas cette chance, Eric. Non, mais moi, j'y ai pas été, c'est pas ce que je voulais dire. Moi, je vais à Cotteret l'hiver. Tu devrais aller te payer un lodge. C'est assez sympa, tu vois, en plein été. Ces photos de vacances sont merveilleuses. Mais non, mais... Donc c'est des zones humides immenses où prolifère la nature, puis après il y a des retraits, donc voilà, en fait c'est ça, c'est ce qu'on appelle pour le littoral la respiration du littoral. Donc ça a été un petit peu évoqué dans le projet Adapto de différentes façons, etc. Donc voilà, donc ça aurait dû être comme ça que ce territoire aurait dû évoluer. Il n'en est rien, on a ceinturé par des digues, donc maintenant voilà, on a un territoire immense qui est sous le niveau des plus hautes mers. Je dis bien immense. Prenez les simulations Climate Central qui valent sur Internet, vous faites varier le niveau de la mer, vous verrez que vous avez la mer jusqu'à Niort. Allez-y, c'est très intéressant ce petit logiciel-là de simulation. Et cette situation, elle est anormale. Voilà. Donc elle est anormale, c'est l'homme qui l'a créée pour un certain nombre de raisons. Voilà. Et donc maintenant, on est face à une sentinelle du changement climatique, au sens où effectivement on se pose la question de savoir jusqu'à quel point on va pouvoir tenir face à l'élévation du niveau des mers qui, je le répète, est inexorable. Je le répète parce que avec la médiatisation, je reçois sur les réseaux sociaux un certain nombre de réflexions et j'ai encore, il n'y a pas plus loin que 2 jours, quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a demandé « Monsieur Chaumillon, est-ce que la mer monte vraiment ? Est-ce qu'on en est sûr ?» Voilà, donc je le dis, oui, c'est inexorable, etc. Et donc voilà la caractéristique, si tu veux. Bon, moi, j'essaie de répondre au timing, je fais des réponses les plus courtes possibles. Tu es un très bon élève, Eric. Voilà, je te paierai un coup après pour te remercier. Voilà, donc c'est ça les caractéristiques pour moi. Et du coup, j'enchaîne tout de suite avec Séverine. Juste dans le cadre, à l'échelle du Marais Poitevin, du parc, et cette situation si particulière, parce qu'on est comme en Camargue, on est dans une zone, on va dire, qui va manger en premier, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce que vous faites des campagnes? Est-ce que vous avez des actions de sensibilisation et de sensibilisation auprès des citoyens, des touristes? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Hormis les partenariats dont on a déjà parlé. Alors, hormis les partenariats dont on a déjà parlé, qui sont déjà quand même très importants. Alors, en fait, déjà, il faut savoir qu'à l'échelle du parc, comme ça a tout à fait bien été dit tout à l'heure, il y a les marais mouillés, les marais desséchés et effectivement la partie littorale. Donc, tous ces espaces sont vraiment interconnectés et il y a des incidences, je dirais, pour le coup, alors, naturelles ou créées par l'homme en tout cas, en matière de gestion de l'eau, en matière
d'évolution aussi de certaines pratiques agricoles et autres. Donc c'est vrai que cet élément-là, alors on l'aborde évidemment entre élus. L'objectif demain, à travers peut-être le LIFE climat et d'autres types d'opérations qu'on pourrait mettre en œuvre, c'est bien effectivement que le grand public puisse s'approprier ces sujets. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, pas que le grand public. C'est-à-dire qu'il y a les élus, en premier lieu, qui sont aussi parfois les porte-parole, j'allais dire, sur leur territoire de ces évolutions. On voit qu'aujourd'hui, on part de relativement loin. Les élus ont aussi besoin de s'approprier ces sujets. Et effectivement, tout ce qui va concourir à une meilleure appropriation de ces thématiques, avec de la donnée et de la connaissance scientifique, va permettre cette appropriation et cette, j'allais dire, restitution ensuite qu'ils pourront faire localement. Après, on a effectivement le monde associatif qui peut être tout à fait mobilisé sur ces questions-là. Il y a le monde agricole, parce que là aussi, il y a un enjeu fondamental quand on parle d'augmentation du niveau de la mer, par exemple, hein, que ce soit submersion ou surinondation parce que difficulté d'évacuation. Là aussi, il y a des évolutions à envisager de ce côté-là et une sensibilisation, que ce soit sur des points bas qui demain, effectivement, n'auront plus peut-être vocation à avoir les mêmes pratiques agricoles, des outils qui existent dans les collectivités qui peuvent être mis en œuvre. Je pense par exemple à la politique espace naturel sensible, qui est un levier aujourd'hui, hein, où on peut avoir de la préemption de la part de collectivités sur des zones particulières. Donc il y a autant d'éléments, je dirais, qui permettent effectivement, j'allais dire, aux élus, parce qu'effectivement le parc, c'est finalement un syndicat mixte dans lequel siègent des élus, de s'approprier ces sujets. Donc il faut demain qu'on arrive à mieux communiquer, à mieux valoriser effectivement ces données scientifiques. On a un conseil scientifique au sein du parc. À nous aussi de mieux valoriser leurs actions, de mieux travailler en concertation aussi avec eux, pour que ces éléments soient accessibles, parce que souvent, ça a été dit tout à l'heure, la donnée peut paraître compliquée et difficile en termes d'appropriation. Donc il faut expliciter les choses, simplifier les éléments, mais pas faire des éléments simplistes. Et puis effectivement, mieux communiquer. Donc ça passe par des colloques comme celui-ci, ça passe par peut-être des réunions public. Ça passe aussi par l'éducation à l'environnement. J'ai ma collègue ici présente qui fait aussi ce travail-là auprès des écoles, très important. Voilà. Et puis, effectivement, après, il y a toute la donnée, je dirais, grand public. Et demain, une réflexion qui est portée par le président, et je sais que les associations environnementales y sont sensibles aussi, de se dire peut-être qu'à l'échelle du parc, sur la question de la gouvernance, il faudra aussi qu'on intègre aussi davantage les associations, mais aussi, je dirais, le grand public, en tout cas les acteurs du territoire, sur les grands sujets, les grandes orientations qui sont portées à l'échelle du parc. C'est la meilleure, enfin, à mon avis, c'est le meilleur moyen pour qu'on s'approprie bien ces sujets, qu'ils soient partagés, qu'il n'y ait pas d'incompréhension et que des données, alors on a évoqué la question de l'eau tout à l'heure, qui est un sujet sensible sur le territoire, mais je ne m'étendrai pas là-dessus, que ce soit mieux partagé et qu'on n'ait pas ces difficultés ou ces incompréhensions qu'on a aujourd'hui, voilà, qui sont extrêmement compliquées à vivre pour les acteurs du territoire. Il y a encore du boulot. Hein. Voilà. Raphaël Billet, le programme de la Tour du Valas sur cette thématique qu'ici, moi, j'en ai beaucoup entendu parler parce que je travaille avec ces gens-là, mais en Méditerranée, comment ça se passe? Quelles sont vos actions? Nous, on connaît moins. Enfin, moi, je connais moins ce qui se passe en Méditerranée. Alors, merci de nous amener à parler de la Méditerranée. Donc, la Tour du Valas, c'est une fondation qui a un mandat sur tout le bassin méditerranéen. Mais c'est vrai que ce dont j'entends parler aujourd'hui, ça me fait penser quand même principalement à une opération qui est menée sur ce qu'on appelle les anciens salins, dans le sud-est de la Camargue, qui est un territoire qui appartient au Conservatoire du Littoral depuis un peu plus de 10 ans maintenant, et qui est placé en cogestion auprès du Parc naturel régional de Camargue, de la Société nationale de protection de la nature et de la Tour du Valas.
Alors, c'est pas évident de brosser le tableau de ce cas là comme ça. Je sais. Mais ce qu'il faut savoir en 2 mots, si vous connaissez pas la Camargue, c'est que là, on est dans une situation post, comme disait Adrien Privat tout à l'heure. Sauf que le post, il date du milieu du 19e siècle, une inondation majeure, une crue du Rhône sans précédent de mémoire d'homme, la première catastrophe naturelle médiatisée en France. Donc dans les années 1850, vous avez Napoléon III qui descend à Arles sur son cheval blanc probablement, même si ça je suis pas trop sûr, et qui dit vous inquiétez pas, on va résoudre le problème. Et à partir de là, il y a 15-20 ans de travaux, on endigue entièrement la Camargue, les 2 bras du Rhône et la mer. Voilà, donc depuis ce moment-là, depuis la fin du 19e siècle, la Camargue fonctionne uniquement par pompage, fonctionne hydrauliquement par pompage de l'eau du Rhône, puis par drainage. Il n'y a plus d'apport d'eau douce naturelle. Et parallèlement, les apports de sédiments ont été diminués d'un facteur au moins 10, mais sans doute un peu plus que ça, sur la période. Donc on est en Camargue dans une situation, j'oublie de dire que 70% de la Camargue est à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Voilà. Donc on est dans une situation qui à la base est compliquée. Et puis on a ces anciens salins donc, qui ont été vendus par l'entreprise, par le groupe Salin au Conservatoire du Littoral entre 2008 et 2012. C'est 6500 hectares, donc c'est grand. Qu'on essaie petit à petit de dépoldériser en partie. On ne peut pas complètement dépoldériser. On essaie de restaurer un fonctionnement hydraulique plus naturel. On essaie de remettre de la connexion écologique entre le système vacaresque au cœur de la Camargue qui constitue une réserve naturelle nationale, et puis la mer, pour favoriser entre autres le passage des anguilles, mais finalement tout un tas de processus naturels. On voit qu'à travers ce qui a été fait là maintenant depuis 10-12 ans, on a gagné 300 à 400 hectares de sans-squire, donc ces zones de salicornes qui sont caractéristiques, emblématiques de la Camargue. Il y a des oiseaux qui sont ravis de se retrouver là, les fauvettes à lunettes par exemple. Et puis on récupère des zones de nourricerie pour les poissons, les loups, je parle des loups poissons. On avait compris. Les dorades royales, etc. Donc tout ça, on voit que c'est très important. En même temps, le suivi est compliqué. Je donne juste un exemple, tout ce qui a été fait qui permet de recréer des zones de nourricerie pour les poissons. Dans le même temps, vous avez une situation du Vacarès qui se dégrade pour plein de raisons, salinité, pesticides, etc. Et vous avez dans le golfe de Bauduc, qui est la principale zone pêchée en mer, un cantonnement de pêche qui est mis en place. Donc là, un effet positif. Et nous, au milieu, on fait une opération de restauration écologique qui est censé avoir un effet positif en termes de nourricerie, mais on ne peut pas le mesurer en fait sur les stocks de poissons en mer. Et on n'allait pas dire aux pêcheurs, attendez, ne faites pas votre petite aire marine protégée, nous on est en train de faire une expérience là, ce serait dommage de tout gâcher. Donc ces suivis sont compliqués, mais on voit bien qu'au niveau biodiversité, on est en train de gagner. On voit qu'au niveau social, c'est compliqué. Je ne vais pas m'étendre, mais le niveau d'acceptation par la population locale, je pourrais y revenir. Les Gardois, je ne veux pas dire de mal, mais... Ça reste compliqué. Et en termes de réduction des risques naturels et d'adaptation au changement climatique, on est au milieu du gué, ce qui n'est jamais très bon. C'est-à-dire qu'on voit bien que les zones humides qu'on recrée vont avoir on est confiant dans le fait qu'elles auront un rôle tampon important face aux risques de submersion marine notamment. Mais l'hypothèse qui était derrière cette opération de reconnexion, de restauration écologique et de reconnexion hydraulique, c'était qu'on allait renforcer ce qu'on appelle la digue à la mer, qui en Camargue n'est pas, dans cette partie de la Camargue n'est pas du tout à la mer, elle est à plusieurs kilomètres en retrait, mais il y a pas mal de choses en Camargue qui ne s'appellent pas comme elles devraient s'appeler, les taureaux sont des vaches, la digue à la mer à l'intérieur, etc. C'est compliqué. Mais bref, on a cette digue à la mer qui est derrière, qui protège, elle, les installations humaines, qui est censée depuis plusieurs années être consolidée, rehaussée aux endroits où elle s'est affaissée, etc., et qui ne l'est pas, pour des raisons... administratifs, de financement, de conflits entre différentes instances, etc. Donc pour l'instant, on a la partie SFN qui est mise en œuvre, la partie solution grise
qui n'est pas mis en œuvre. Le résultat, c'est qu'on n'est pas confiant dans le fait qu'on puisse dire que le risque, aujourd'hui, le niveau de risque des populations a baissé. Ou que voilà. Donc, on est au milieu du gué, on est confiant dans le fait que c'est le genre d'opération qu'il faut mener pour plein de raisons, qu'il y a énormément de co-bénéfices, et que sous réserve qu'on fasse les travaux nécessaires sur la digue à la mer et un certain nombre d'autres digues secondaires qui viendront nous aider à maîtriser les risques naturels, ben oui, on va dans le bon sens. Mais c'est pas évident de convaincre les populations qui habitent sur place, et en partie pour des bonnes raisons. Hein. Les raisons qui les rendent anxieuses sont légitimes. Merci beaucoup, Raphaël. Je vais passer pas du coq à l'âne, mais on va parler un peu d'avenir. Je vais commencer par Suzanne. Est-ce que tu peux nous présenter le programme Nature 2050 ? Qu'est-ce que ça raconte ? Quelles sont vos actions à venir ? Oui, avec plaisir. Je vais prendre une casquette un petit peu différente parce que chez CDC Biodiversité et sur le programme Nature 2050, on n'est pas porteur de projet. En fait, on a mis en place un outil pour accompagner les porteurs de projets, un outil de financement. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé du LIFE. Il faut savoir que le LIFE finance à 60% les projets. Parfois, c'est plus dans quelques cas spécifiques et qu'il y a d'autres outils de financement qui sont mobilisés. Le programme Nature 2050, du coup, on l'a lancé en 2016 pour inciter et mobiliser les acteurs économiques, que ce soit des entreprises, des fondations d'entreprises ou d'autres types d'acteurs économiques, à également contribuer à des actions concrètes sur leur territoire, des actions de mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, et de pouvoir ainsi apporter un soutien, un cofinancement aux porteurs de projets. Donc on a défini un cadre d'intervention avec notre comité de pilotage qui est constitué d'institutions publiques, d'associations comme la LPO et de scientifiques dont le Muséum national d'histoire naturelle pour justement construire ce programme Nature 2050, son cadre d'intervention. Donc on a beaucoup parlé des solutions fondées sur la nature, on est exactement là-dedans, sauf qu'on est à l'échelle de la France métropolitaine et des Outre-mer et donc de la diversité de milieux d'écosystèmes qu'il y a en France. L'adaptation des littoraux au changement climatique étant une de nos cibles principales également. Et donc, à travers la mobilisation des entreprises, aujourd'hui, on a une soixantaine d'acteurs économiques qui sont engagés. C'est un budget de 5,6 millions d'euros sur 5 ans. Donc, c'est aussi à notre échelle. On peut apporter, du coup, un soutien à des acteurs du territoire, que ce soit des gestionnaires d'espaces naturels, des collectivités, des associations ou des agriculteurs, des propriétaires forestiers également. Et donc, on va non seulement leur apporter un cofinancement qui va avoir cet effet de levier, en fait, ça a été le cas pour le LIFE Baie de l'Aiguillon, de se dire on va aider les porteurs de projets à aussi boucler leur plan de financement, à venir en complément des fonds publics qu'ils peuvent recevoir d'autre part, et également les accompagner sur la pérennisation de leurs actions sur le long terme. Parce que 2050, c'est pas juste dans le titre, c'est également dans les partenariats, dans les conventions de partenariat qu'on signe avec chacun des porteurs de projets. Là, c'est le cas pour la Baie de l'Aiguillon avec la LPO. On va jusqu'au 31 décembre 2050 et on s'engage ensemble non seulement à pérenniser les actions qui sont mises en œuvre, mais également à les suivre et à les évaluer dans le temps. Donc ça se fait aussi de manière, en concertation avec nos partenaires scientifiques, mais aussi avec les porteurs de projets. Tous les porteurs de projets n'ont pas les mêmes capacités à mettre en place des indicateurs. Donc c'est vraiment du cas par cas pour avoir des choses qui vont nous permettre de créer de réels démonstrateurs. C'est vraiment l'objectif de Nature 2050, c'est de pouvoir faire en sorte que le projet aujourd'hui de la Baie de l'Aiguillon, il puisse être, son efficacité puisse être démontrée et puisse être répliquée sur d'autres territoires. Et donc c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, c'est pour parler de ce suivi de long terme, de l'afterlife pour le projet Baie de l'Aiguillon, de ce qu'on va mettre en place du coup avec la LPO. Et je pense que c'est important qu'on puisse donner une suite en fait à tous les indicateurs de ce suivi qui sont mis en place aujourd'hui. Merci Suzanne. Dans l'afterlife, mais cette fois-ci adapto, je me tourne vers Patrice Bels. On a vu que l'adaptation et utiliser la nature comme solution, c'est au cœur de ce projet adapto. Qu'est-ce qui va se passer ? Quelles sont les ambitions du conservatoire après ? Alors, comme on l'a vu où Adrien a présenté un petit peu le projet Adapto, ça se veut une méthode et un projet de façon expérimentale sur lesquels on est pluridisciplinaire, sur lesquels on a une notion de prospective. Et ça se veut une méthode, évidemment, basée sur l'exemple
et donc reproductible. Donc c'est bien l'objet Adapto, il est bien dans cette méthodologie d'être reproductible. C'est avant tout en espace naturel. Il était en dehors de quelques données méthodologiques qui avaient été prises, l'expérience sur 10 sites pilotes qui étaient à des degrés de maturité très différents, entre des sites qui sont prémices de l'adaptation de solutions fondées sur la nature à des sites qui sont déjà très aboutis. Ça nous a permis de montrer que, par exemple, de retracer l'histoire d'un site, de faire des entrées paysagères, rendait moins anxiogène cette notion de projet. Mais à travers les 2 sites que j'ai pu, moi, suivre sur le territoire de Charente-Maritime, qui était l'estuaire de la Gironde sur le signe de Mortagne, une dépolderisation, ou celui des marais de Brouage. En fait, j'en ai tiré, c'est ça que je voulais un peu partager, j'en ai tiré des sortes de clés de réussite. Et avant tout, si on veut qu'un projet fondé sur la nature, sur les solutions fondées sur la nature puisse réussir, il faut absolument que ça soit un projet de territoire qui soit partagé et que ce soit vraiment, alors ça peut questionner d'ailleurs la notion d'échelle, puisqu'on ne va pas se contenter d'un secteur proche littoral, il faut aller bien au-delà, mais qui soit partagé et qui soit surtout que les élus se l'approprient. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un basculement dans le projet entre l'aspect technique de ce qu'on a pu faire dans les méthodologies, dans tout l'apport scientifique qu'on a pu apporter, et à un moment, il faut que les élus s'en emparent, et là, il y a un basculement. Et là, on va pouvoir parler de projets avec de l'acceptation sociale, c'est un deuxième facteur extrêmement important. Quand il y a 5 ans, on a commencé sur Mortagne, sur Gironde, il était considéré comme inacceptable d'avoir laissé une brèche pouvoir se laisser. Il y avait de la culture, il n'y a plus de culture. Qu'avez-vous fait? Bon, on constate qu'en 15 ans, on a eu 1 mètre de sédimentation et on peut remettre maintenant de l'élevage et des moutons. Bon, mais voilà, l'acceptation sociale, il faut qu'elle passe par l'exemple, mais ça va être aussi fondamental. L'acceptation sociale, ça va au-delà de ça, ça peut être aussi des agriculteurs à qui, en réunion de concertation, vous allez expliquer qu'il va y avoir une lame d'eau et puis qui sera maintenant dans les années à venir, d'ici 2050, de 30 cm et qui verront ça 5-6 fois dans l'année. Donc, c'est plus cultivable, qu'il va falloir changer ou d'approche ou de méthodologie ou alors du recul stratégique. Et c'est là où intervient réellement la recomposition spatiale et donc une approche territoriale qui doit être la clé de réussite de ces projets. Et après, ça peut paraître un peu étrange, mais il faut se dire que dans toute cette approche de ces projets, c'est le temps long. Alors, je sais qu'on n'a pas le temps, c'est-à-dire qu'il faut réagir tout de suite. Mais le temps long, ça ne veut pas dire qu'on l'a le temps, mais ça veut dire que les solutions à imaginer, à être innovants, y compris dans l'accompagnement des professions, on parle de professions agricoles, il va bien falloir les accompagner si on parle de relocalisation. Ces solutions-là, il faut les imaginer maintenant pour 2030, 2040, la réserve foncière, par exemple, ça se fait dès à présent avec l'ensemble des professionnels. Donc un temps long, même si ça peut paraître contradictoire, pour arriver à de l'acceptation sociale et un projet de territoire qui a du souffle et où on recompose le projet de demain et on s'aperçoit en fait qu'à travers ce sujet qui peut paraître anxiogène, finalement on peut trouver des cadeaux cachés et un nouveau territoire qui a tout son sens et un nouvel attrait. Merci. Oui, c'est exactement ça. C'est qu'il faut convaincre qu'il faut reculer pour mieux sauter. Mais pour beaucoup, reculer, ça peut être compliqué. Olivier, Reynard, vous nous entendez toujours? Oui, je suis vraiment très à l'écoute de ce qui vient de se dire. Oui, c'est important, c'est très important. L'agence de l'eau, on va parler un peu plus concret. Est-ce que l'agence de l'eau serait disposée à financer des projets expérimentaux apportant des solutions, comme on est en train d'en parler? Ouais, moi, je suis cash. Des solutions fondées sur la nature. Oui, et c'est d'ailleurs ce que l'on a fait dans le cadre de l'appel à projet qui a permis d'appuyer financièrement et d'aider le chantier de suppression des crassats qui a été évoqué tout à l'heure et je pense peut-être détaillé par Jean-Pierre Guéret au cours de votre journée. Et c'est vraiment ce type d'action que l'on a pu accompagner et que l'on a accompagné à travers d'abord un appel à projet littoral et milieu marin
Et on est vraiment sur, actuellement, des essais pour tester un certain nombre d'actions et en ayant la vocation de les intégrer à terme au sein de nos modalités d'aide. Et l'idée, c'est... bon, les actions sur le milieu marin et sur la biodiversité sont des actions dans lesquelles, qui ne sont pas vraiment au jour enfin, qui n'ont pas été par le passé dans l'ADN des agences de l'eau, même si on l'a fait, notamment sur les milieux aquatiques terrestres, continentaux, sans le savoir, et c'est très bien comme ça. Et nos agences fonctionnent avec des représentants, qu'ils soient élus, usagers ou représentants de l'État, et qui ont, je pense, du mal au jour d'aujourd'hui à rentrer de plein fouet dans l'accompagnement de démarches de biodiversité. Et donc ça se fait progressivement. L'intérêt pour nous des appels à projets, c'est de pouvoir répondre à des besoins conjoncturels. C'était le cas dans le cadre du programme LIFE. C'est aussi de construire peut-être de futures modalités d'aide. Et là, pour nous, on travaille à l'horizon 2025, 12e programme, au cours duquel l'idée, c'est d'investir davantage le milieu du littoral d'une part et de la biodiversité d'autre part. Et là, je voudrais juste vous indiquer deux opportunités qui vont être mises en place. La première en 2022, avec un appel à initiative autour des déchets plastiques et avec un fort lien littoral. Et puis, je pense fin 2022, début 2023, sans doute un nouvel appel à projet biodiversité marine. Et donc, à l'instar de la LPO, vraiment, n'hésitez pas à faire acte de candidature à ces appels à projets. On peut vous aider, certes de façon ponctuelle, mais ça permet aussi de bâtir l'avenir. Eh ben, c'est pas Voilà. tombé dans l'oreille de sourd. Merci beaucoup, Olivier. La dernière intervention, ce sera pour Dominique Chevillon. Du haut des ailes de l'oiseau de la LPO, l'avenir pour ce genre de projet où on fait intervenir la nature comme solution, ça ressemble à quoi? Les ailes, les deux ailes, c'est Alain Bougrain-Dubourg. Alain avec deux ailes. Et la LPE, c'est pas que les ailes, c'est agir pour la biodiversité. Alors je le dis toujours parce que c'est vrai, on a tendance à nous contraindre un peu sur les oiseaux qui sont des sentinelles importantes pour les écosystèmes. Alors, la LPO est confrontée directement au sujet puisqu'elle gère deux réserves naturelles régionales, une par délégation de la région Pays de Loire, une par la délégation de propriétaires privés, c'est la réserve de la Massonne qui est en arrière de Brouage, et puis 7 réserves naturelles nationales, si je compte 2 réserves pour la baie de l'Aiguillon. En cogestion avec d'autres partenaires et par délégation de l'État, je le dis parce que ce ne sont pas des réserves LPO, ce sont des réserves naturelles nationales de l'État qui sont gérées par la LPO ou co-gérées. Donc oui, il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui se mettent en place. Je vais prendre le cas de la réserve de l'îlot des Niges. Alors, la réserve de l'îlot des Niges, on est sur l'île de Ré. On a des vasières, on a des marais qui sont des marais salés, enfin avec marais salants. On a aussi un peu d'eau douce, très peu d'eau douce. Là, la décision qui est en cours, elle n'est pas prise, mais qui est abordée au conseil de gestion avec l'ensemble des partenaires, le conservatoire, enfin tout l'État bien sûr, c'est de laisser à la prochaine brèche rentrer l'eau de mer sur la première digue. Mais c'est déjà quelque chose qui a été connu parce que précédemment, dans la partie marine de la réserve de l'îlot des Niges, les habitants avaient laissé passer à une brèche importante de 1941, où il y avait eu d'ailleurs une vie mère, une submersion, avait laissé rentrer l'eau. Donc ça veut dire que ça correspond aussi à une expérience. C'est déjà le cas dans la réserve de Moise-Oléron,
où vous avez depuis 2018 une pénétration de l'eau, je dirais de mer, puisque une brèche importante n'a pas été réparée. Donc il y a déjà, si vous voulez, des acceptations de l'entrée de la mer. Et moi qui suis plutôt marin que terrestre, même si je m'intéresse au terrestre, je constate aussi avec mes amis qui sont sur le même temps, c'est que les écosystèmes marins remplacent des écosystèmes terrestres avec des biodiversités qui sont différentes, mais on est toujours sur des protections qui sont intéressantes, où vous retrouvez la même cohorte d'oiseaux qui viennent se nourrir, etc. Bon, et là, on rejoint les Nature Adapt, etc., ou Adapto. Donc il y a beaucoup de choses. La réserve de la Belle Henriette Sud-Vendée est une lagune littorale qui était une lagune comme celle de la baie d'Ives d'eau douce. Il y a eu une brèche depuis Xintia et la mer continue d'entrer. Donc on est en adaptation. C'est du judo. À un moment donné, il ne faut pas faire des points durs parce qu'on résiste à tout prix. Et je rejoins complètement ce qui a été dit sur la gestion des territoires, parce que si je parle de la réserve de Moisy-Oléron dans sa partie terrestre, où il y a de l'eau grâce à la Charente, si je parle de la réserve de la baie d'Aiguillon, où il y a aussi de l'eau dans sa partie terrestre, parce qu'il y a aussi la Sèvre niortaise, comme le marais Poitevin, c'est de l'eau de la Sèvre niortaise. Si je parle de Marennes-Léron avec la Seudre qui apporte de l'eau, il va falloir que les projets de territoire déterminent bien, amont, aval, l'importance de cette répartition de l'eau douce. Hein. Et donc on touche là un sujet qui est un sujet qui devient, je dirais, qui s'exacerbe avec le réchauffement climatique, dit-on, mais aussi les pratiques des activités humaines qui se sont intensifiées sur l'irrigation. Ou sur des pratiques, bon, je ne jette pas la pierre, hein, c'est comme ça, les activités se nourrissent des besoins, elles ont des besoins. Donc si vous voulez, on s'en sortira dans ces adaptations par des expériences, par des tests et par des solutions abouties, mais aussi avec le partage des territoires et avec l'acceptabilité des citoyens, et aussi des pratiques qui permettront à l'eau douce d'accéder à ces zones humides littorales, parce que les réserves marines ou les réserves, je dirais, le trait de côte, etc., tout ça, ça se nourrit quand même de nutriments apportés par les eaux douces. Le marais d'eau douce restitue des nutriments et de l'eau douce qui vient par des dosages savants faire qu'on a des huîtres, on est un des lieux de production d'huîtres, de moules, etc., le plus important d'Europe. Donc, ce sont des... Voilà, c'est en marche, mais ça doit aussi partir de vraies analyses de configuration locale. Je crois qu'il y a des réflexions... Patrice Bels disait, il y a des boîtes à idées, enfin, il y a des solutions qui sont testées. Il faut les avoir en tête, et ensuite, il faut qu'il y ait des adaptations locales, parce que les configurations sont quand même très locales. Bon, si je retiens tout ce que vous avez dit, parce que là, tic-tac, tic-tac, on est bien parti, mais il y a encore du boulot. Je vous remercie à tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'être intervenus sur cette table ronde.